Bonjour à toutes et à tous. Elle est auteure et journaliste fascinée par l'histoire de son pays. D'ailleurs, elle y consacre plusieurs ouvrages, dont un dictionnaire des noms de famille du Maroc. Donc, en 2016, elle publie pour une première fois ses chroniques insolites de notre histoire, qu'elle rebaptise 3 ans plus tard, Histoire au singulier, inattendue du Maroc. C'est une immense joie que de l'avoir avec nous aujourd'hui pour qu'elle partage avec nous son travail et notamment son grand travail de recherche. Mouna Hachim, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Alors, pourquoi, avant de parler de l'ouvrage en soi, pourquoi l'avoir réédité? Je l'ai réédité parce qu'un ami lecteur qui habite à l'étranger avait proposé de le présenter à un éditeur européen, ce qu'il a fait avec mon accord en envoyant le format PDF. Et donc, il y a eu accord effectivement de cet éditeur qui est Éric Bonnier Édition, qui est français. Et donc voilà, donc c'est l'éditeur qui a suggéré ce titre, Histoire inattendue du Maroc, qui trouvait plus, plus frappant, disons, plus parlant. Et donc voilà, et donc l'aventure de la deuxième édition est née. Alors, inattendu, Histoire inattendue. Pourquoi est-ce il y a des surprises finalement dans votre ouvrage? Oui, pas mal de surprises. Au fait, l'objectif pour moi était un petit peu de sortir de quelques sentiers battus par rapport à cette histoire qui est racontée à la fois dans les manuels scolaires, dans certains types d'ouvrages généralistes. Et puis, voilà, essayer aussi de raconter l'histoire du Maroc dans un ancrage un peu large, à la fois méditerranéen et africain, en insistant davantage sur l'histoire sociale et culturelle et pas exclusivement institutionnelle. Et puis, essayer aussi de sortir de certaines disons, visions idéologiques qui sont forcément accolées à l'histoire, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, oui, voilà, ou même parfois une forme de nationalisme étriqué qui ignore certaines réalités par rapport à nos identités plurielles, qui sont pourtant bien mises en avant dans notre Constitution. Et donc, il s'agit au fait de faire une relecture de cette histoire qui soit en phase avec les enjeux et puis avec les acquis constitutionnels aussi par la même occasion. Comment vous avez fait tout cela? Quelle a été votre méthodologie pour rassembler autant de données Parce qu'aujourd'hui, on est en 2019, de data finalement. Oui, ben c'est un travail énorme en vérité, parce que moi, il faut savoir qu'en parallèle, j'ai laissé tomber au fait un petit peu ma carrière dans la presse et dans les médias, et j'en ai fait un travail et une passion surtout. Et donc, c'est le fruit aussi d'un long processus qui a vu d'abord la publication de mon premier roman, Les enfants de la Chaouia, qui est une fresque historique échelonnée sur 3 générations, et dans lequel je me suis énormément documentée sur l'histoire du Maroc via la documentation livresque, mais aussi des rencontres avec des populations qui ont vécu les événements et qui m'ont raconté un petit peu les choses, ce qui m'a donné au fait envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire du Maroc, mais en passant par des biais un peu, disons, un peu étranges, à savoir des ouvrages un peu tombés en désuétude, tous ces ouvrages anciens écrits par des alem, des théologiens, donc, et qui racontaient l'histoire. Et bon, derrière le côté un peu, disons, sérieux, et si j'ose dire même rébarbatif pour certains, eh ben, il y a des trésors comme ça qu'on peut découvrir. Et donc, c'est là, au fait, où j'ai écrit le dictionnaire des noms de famille du Maroc, qui est le fruit quand même de 9 ans de travail en tout, entre la première et la deuxième édition, sachant que pour la première édition, qui m'a pris 5 ans de travail en tout, je ne faisais que ça, uniquement, exclusivement. Et donc, au fait, j'ai amassé un certain nombre, disons, de connaissances en toute modestie, bien que chaque jour, je me rends compte que je ne sais pas grand-chose et qu'il faut continuer encore à travailler dans ce sens. Voilà. Alors, parmi ces connaissances et ces histoires finalement qui ont fait que vous racontiez une histoire, cette histoire inattendue, comme c'est le titre de votre ouvrage, de votre dernier ouvrage, quelque chose qui vous a marqué, est-ce que vous pouvez peut-être partager avec nous un récit, une histoire qui vous a été contée, que vous avez peut-être trouvée dans ces ouvrages anciens qui sont peut-être perdus aujourd'hui et que vous voulez peut-être partager avec nous aujourd'hui? Il y a un tas de choses, mais il y a par exemple un personnage qui me fascine et sur lequel j'ai trouvé absolument aucune information. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Zohr Louatassia et elle aurait régné 1 année sur la ville de Fès, juste pendant l'épisode qui a vu la chute de la dynastie mérinide et l'avènement de sa cousine Ouattacide qui, dont les membres étaient très proches du gouvernement et du pouvoir parce qu'ils ont constitué une grande série de vizirs.
et qui ont donc ensuite pris le pouvoir. Et donc cette Zuhur Ouattassia, elle aura quand même régné une année sur la ville de Fès. Et on a beau chercher des documents, évidemment, il y a d'autres femmes qui ont marqué l'histoire du Maroc et sur lesquelles on trouve beaucoup d'éléments, mais cette dame, elle m'intrigue. Et alors, si j'arrive à trouver des choses dessus, ça peut constituer une très belle trame pour une histoire. Mais il y en a tellement d'autres, hein, que ce soit sur le plan de la mythologie, en rapport avec la Grèce antique, qu'il s'agisse de la latinité et toutes ces personnalités amazirs qui ont brillé dans des registres à la fois théologiques, à la fois avec des productions juridiques, mais aussi sur le plan littéraire, dont certains ont été même grands gouverneurs de province à travers l'Empire. Donc c'est parsemé comme ça d'informations et voilà, qui nous donne envie d'en savoir chaque jour un peu plus sur l'histoire du Maroc, mais là encore dans un environnement large, rattaché à tout ce Maghreb et à toutes ces profondeurs africaines qu'il faut pas sous-estimer par rapport à leur apport. Alors, justement, vous avez participé, vous avez plutôt animé une conférence là-dessus, sur ces identités plurielles. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a peut-être tendance à oublier cette pluralité de l'identité marocaine, selon vous ? Je ne pense pas qu'on l'oublie particulièrement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, déjà c'était un point très fort au niveau de la Constitution parce qu'on avait mis l'accent sur évidemment cette identité amazigh qui est le socle fondamental de notre identité, l'identité juive et puis les attaches aux confins méridionaux et africains bien entendu. Mais c'est sûr qu'on vit dans un contexte un petit peu de sorte de cloisonnement et de repli identitaire avec des interrogations parfois justifiées, parfois un peu excessives, et qui voilà, demandent un petit peu. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que même du point de vue occidental, il y a une sorte de, disons, de valorisation de l'héritage gréco-romain au détriment des peuples autochtones qui ont pourtant contribué aux événements de cette époque. Donc je pense qu'en cette phase d'incompréhension entre les culture, et là je parle de manière vraiment générale, il est bien temps d'initier une lecture qui soit un peu plus humaniste et un peu moins fragmentaire de l'histoire, et voilà, et qui puisse mettre l'accent sur tous ces mixages, de façon à ce qu'aujourd'hui, personne ne peut affirmer à 100% qu'il est à 100% arabe ou à 100% amazigh, et puis voilà, mettre l'accent sur tout ce qui nous unit avec les autres peuples du bassin méditerranéen, et on le voit que ce soit au niveau des rites, au niveau de la mythologie, au niveau des croyances, et des choses qui restent comme ça très fortes. On a l'impression qu'on raconte des hajjayat, des choses comme ça qui remontent... Ce qui ne se fait plus malheureusement voilà, dans la société exactement. marocaine. Voilà, alors que c'est des choses qui sont encore déterminantes dans notre culture de tous les jours. Et pour le futur, notamment. Alors, est-ce que, bon, bien sûr, vous êtes journaliste, vous êtes également auteur, alors, historienne pour le coup, mais aussi on voit que vous vous intéressez à l'histoire, mais avec un prisme un peu anthropologique, sociologue aussi. Bon, du coup, on a du mal à vous mettre dans une case. Mais justement, je n'ai pas qu'à me mettre dans des cases. Oui. Moi, je viens du monde de la littérature. Oui. J'ai un DEA en littérature comparée. J'ai fait de la littérature française, mais j'ai toujours été d'une très grande curiosité. Je lisais énormément, de façon à ce que la bibliothèque familiale, elle s'est retrouvée déménagée dans ma chambre où je lisais des choses incroyables pour mon âge. Donc j'ai toujours baigné un peu dans l'univers des livres. Et puis justement, ce qui m'intéresse dans ma démarche, moi je ne me présente absolument pas du tout comme historienne, mais ce qui est intéressant en toute... Chercheur en tout cas en histoire. Exact, tout à fait. Et justement, moi je pense que c'est un point fort justement de ne pas être issu du milieu académique en histoire, parce que je me pose des questions que n'importe quel citoyen peut se poser, et sauf que je me donne le temps surtout d'aller vers la recherche et d'approfondir les choses en embrassant tous ces domaines larges dans le domaine des sciences humaines, à savoir justement l'anthropologie, la généalogie, un peu de linguistique, un peu de toponymie, et ça permet justement de sortir de la simple relation des faits avec des dates, des événements, voilà, des personnalités clés, mais vraiment avoir des réflexion en profondeur sur la société, sur son fonctionnement, sur ses traditions, voilà, en rapport à l'anthropologie justement. J'avais fait un documentaire qui était passé d'ailleurs sur Média 1 TV qui s'appelle Trek al-Asl. Voilà, et donc c'est un petit peu ça mon dada. Bon, vu que vous avez déjà publié cet ouvrage sur les noms de famille marocains, quelle est l'origine de Hachim ? Alors, il y a deux versions. Il y a deux versions. Enfin, évidemment, il y a la thèse de l'origine quraïchite des Bani Hachim de la Mecque. Et puis, il y a, qui est connu de tous,
Et dans l'origine du nom vient de Heshama, ça veut dire couper, émietter. Et donc ça viendrait d'une coutume qui aurait été établie par l'ancêtre de la tribu et qui aurait, en recevant la délégation de pèlerins, aurait découpé le pain en un peu l'espèce de trid qu'on fait, Heshama, parce que c'est comme ça qu'on retrouve l'information dans les sources en arabe. Voilà, donc ça c'est la première version du nom. Et puis j'avais trouvé un jour, au cours de mes recherches, dans un ouvrage d'Ibn Khaldoun, sur les Banu Hashim qui seraient des tribus zénètes, des tribus znata coalisées. Et franchement, cette piste, je la trouve très intéressante. D'ailleurs, il y avait même une famille qui est citée parmi les familles de Fès, qui s'appelle Zahl al-As fi Buyutat al-Fès de Ktani, et dans lequel il parle des Banu Hashim en tant que berbères znata, de la branche des Beni Ifren. Donc moi, je privilégie pas mal cette piste, d'autant que ma famille est originaire de la plaine Chaouia, et plus précisément de Ouled Hariz, et je sais qu'on m'a informé à peine cette semaine qu'il existait un douar qui s'appelle Mzab, qui s'appelle Houachem, Bni Hachim. Donc moi, je pense que la thèse Amazir et Beni Ifren, qui ont dominé la région au Xe siècle, est très jouable aussi. C'est fascinant, et puis on peut vous écouter pendant des heures, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier d'où on vient. Exact. Pour bien savoir justement où l'on va. Merci beaucoup, Mouna Hacham, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.